Lorsqu'on entreprend l'affêtage initial, c'est-à-dire qu'on va porter au fait un oiseau de proie en l'entraînant dans le but de chasser coopérativement avec, là, il y a différentes manœuvres, puis il y a différentes pièces d'équipement, il y a différentes choses que l'oiseau lui-même doit accepter, doit finir par apprendre de nous autres, OK? De l'aiguiller dans un processus d'entraînement continu. OK? Une de ces choses-là, c'est de venir chercher sa nourriture sur notre point. Puis, à un moment donné, on réduit cette quantité de nourriture-là jusqu'à avoir juste des petites bécades. Ensuite, on va substituer le point qui fournit la nourriture par un bol en bois. Puis, le point, lui, devient juste un perchoir. Donc, on va encore une fois mitiger beaucoup l'agressivité en faisant cette transition-là. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va amener l'oiseau à partir du point ou du gant, là, vers sa nourriture sur un leurre qui est garni avec de la nourriture. On va utiliser des techniques mécanisées, des leurres avec des cordes ou encore des leurres tractés par des autos téléguidés, en motoneige, en VTT, avec un drone. Bref, toutes les technologies qu'on peut utiliser pour apprendre à l'oiseau à partir du point ou du gant ou du bras ganté là, vers sa nourriture. Le reset, il se fait juste avec une bécade pour que l'aigle revienne au point, mais avec un petit morceau de nourriture, pas avec un gros morceau, parce qu'on veut éviter justement de focusser l'aigle sur notre personne comme telle pour la nourriture. Sinon, à un moment donné, la ligne est mince entre c'est quoi la nourriture, puis qu'est-ce que toi tu représentes. Puis tu veux certainement pas représenter sa nourriture, OK? Qu'il va t'agresser pour que tu lui donnes sa nourriture. Ça, on veut pas ça. Fait que c'est pour ça qu'on va toujours utiliser des techniques pour amoindrir ce comportement-là. Puis finalement, on devient son partenaire dans la chasse pour trouver son prochain repas, OK? Une fois qu'on a un aigle qui mange au point, qui fait des vols à partir d'un autre perchoir vers le point, on fait ça avec une cordelette, une créance qu'on appelle, c'est une corde pour pas perdre l'oiseau, parce qu'au début, ils sont pas très, très focusés, ils savent pas trop qu'est-ce qu'on leur demande. Des fois, ils ont envie de s'en aller aussi, parce qu'ils ont plus peur de nous que confiance. Donc, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Par la suite aussi, ce qu'on veut faire, c'est d'habituer l'oiseau à être chaperonné. Donc, c'est la coiffe en cuir qu'on lui met pour lui masquer les yeux, pour diminuer cette acuité-là qu'ils ont, là, qui est extrêmement développée, qui est la vue, pour garder l'oiseau calme, pour pas qu'il voit des choses auxquelles il aurait envie de partir après ou qu'il aurait envie de se sauver de. Parce qu'il prendrait, par exemple, la présence d'un chien qui s'en vient vers moi ou d'un cheval comme une menace pour lui. Fait qu'en ayant le chaperon sur la tête, il voit pas ça, puis il va se soustraire de ça, puis on va garder le contrôle sur l'oiseau. OK? Après ça, ou encore, c'est pour pratiquer le vol à vue. OK? J'ai l'oiseau qui est chaperonné, je vais contrôler ce qu'il voit. Tout ce temps-là, il voit rien, il est dans le chaperon. OK? La tête est chaperonnée, sa vue est masquée. Puis quand je suis prêt à le laisser partir, je vais retirer le chaperon. Puis là, l'oiseau, soit qu'il part vers le leurre, soit qu'il part vers la proie, ou encore, je le fais prendre son envol pour qu'il aille prendre une position pour un vol de positionnement, soit dans les arbres ou soit en vol d'amont, dans le vent au-dessus de moi. OK? Donc, là, on est rendu à ces étapes-là, c'est-à-dire que l'oiseau, bon, il finit par accepter le chaperon, il le prend comme une routine, on le chaperonne avant d'aller en allant le chercher au perchoir. On place le chaperon, on s'en va le peser pour connaître son état de chair. OK, on va toucher le bréchet, mais on va aussi aller peser pour avoir des chiffres, pour être capable de travailler avec ça, avec la température ambiante, avec le poids de l'oiseau et la quantité de nourriture qu'on va lui donner. OK, ou qu'il devrait recevoir pour maintenir cet équilibre-là sur 24, 48 heures, etc., jour après jour après jour. Bon.
Donc, c'est ça. La prochaine étape, une fois que l'oiseau répond au point, à la créance, à une certaine distance, que l'oiseau part du point vers le leurre, je veux lui apprendre à se tenir dans les arbres. Qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que, tu sais, pour un oiseau qui reproduit en captivité, partir à partir d'un arbre, pour lui, c'est complètement étranger parce que dans les volières, il n'y a pas nécessairement un arbre, là. C'est des perchoirs fixes. Donc, il faut lui apprendre à se tenir sur ces espèces de branches-là qui ont différentes grosseurs, qui sont mobiles, qui bougent dans le vent, qui vont bouger aussi sous leur poids. Fait que c'est tout qu'un apprentissage qu'on a nécessairement à passer avec eux. Parce que nous autres ici, on chasse pas comme en Europe. En Europe, c'est du vol à vue à partir du point seulement. Nous autres ici, on peut pas faire ça parce que le gibier que l'on veut, il est pas chassable avec un aigle royal à partir du point. OK? À moins de chasser le cottontail, là, puis encore, c'est pas la meilleure méthode. La meilleure façon, là, c'est vraiment soit à partir des arbres, en hauteur. L'aigle, il va aller prendre sa position au-dessus, au sommet des arbres. Puis, dans un scénario hivernal, c'est parfait parce qu'il n'y a pas beaucoup de couvert. Puis l'aigle est capable de voir au sol le lièvre qui pourrait se sauver entre les tales de végétation, là, OK? Soit dans les zones rouges ou soit avec des plantations ou des épinettes là, qui sont distancées un peu. Là, c'est le meilleur endroit pour chasser avec un aigle royal. Ça, c'est lorsqu'il n'y a pas de vent. Lorsqu'il y a du vent, moi, ce que je veux, c'est que l'aigle apprenne à manipuler le vent pour être capable de s'élever dans les airs puis de me suivre à partir des airs dans ce qu'on appelle du vol d'amont. OK? Puis ça, ben, ça prend une certaine force de vent. Moi, j'ai calculé que pour l'équation parfaite là, entre le poids de l'aigle, la voilure, OK, puis la vitesse du vent, c'est 28 km/h. En bas de 28 km/h, mon aigle a tendance à battre plus souvent des ailes puis d'aller se percher justement dans les arbres pour économiser son énergie parce que, tu sais, il y a un peu la loi de la paresse aussi là-dedans. Puis c'est juste pour économiser son énergie, dans le fond. Fait qu'un coup qu'on a 28 km/h de vent et plus, moi, c'est l'équation que j'ai avec mes aigles. Là, ils vont vraiment performer des beaux vols d'amont dans le vent, puis ils vont rester là très longtemps. OK? Ils peuvent rester là pendant 1 heure et demie de temps à voler dans les airs en me suivant. Tant que moi, je fais ma job de battre le terrain pour essayer de débusquer un lièvre, lui, il va me suivre. Il a intérêt à ça, là. OK? Donc, c'est tout un long processus. Écoute, ça se fait pas en quelques semaines, là. Il y a certaines étapes que, oui, c'est assez rapide, là. Un coup qu'on a atteint le poids critique, l'équation parfaite entre le poids de vol et l'appétit de l'oiseau, où est-ce qu'il va déployer autant d'énergie pour avancer que pour lever, pour monter. OK? C'est l'équation parfaite. S'il déploie plus d'énergie à avancer et puis monter, ben c'est parce qu'il est trop gras, là. OK? Puis ça, ben c'est pas favorable, mettons, là. Au niveau de l'agressivité, on sait que les aigles royaux sont capables du pire. Il faut prendre en considération que c'est pas comme les autres oiseaux de proie. Ils sont complètement différents, sont d'une catégorie à part. C'est des hyper-prédateurs, sont au-dessus de tous les autres prédateurs, au même titre qu'un loup ou qu'un ours polaire. Puis ils doivent être traités ainsi. Fait que ce qui est important de savoir avec l'aigle royal, entre autres, là, c'est qu'il sait compter, il sait mesurer. Puis au niveau de sa nourriture, on y en passera pas une vite. Il faut lui donner ce qu'on a à lui donner. On peut pas lui cacher de la nourriture. On peut pas, surtout s'il l'a vu, là, c'est de ça que je parle, on peut pas le rationner sur un morceau de nourriture qu'il a vu. Il a vu la quantité. Il a été capable de mesurer visuellement combien de nourriture qu'il y a ou encore combien de morceaux qu'il y a. Il sait compter. Puis on peut pas lui cacher ça. Si on veut le nourrir, ben il faut lui donner tout ce qu'on lui a montré, dans le fond. Fait que c'est important de travailler proprement, puis d'avoir toujours ça en tête, parce que sinon, ça se revire contre nous autres. Puis quand l'aigle décide qu'il s'en prend après toi, d'habitude, ça finit pas bien, là. OK? Fait qu'il faut éviter ça à tout prix. Puis une des façons de faire, c'est justement
la manipulation avec la nourriture. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'autre chose qui est importante aussi, c'est quand on fait quand on reprend l'oiseau au gant, quand on fait la substitution entre le leurre ou le gibier pour le reprendre au gant, c'est important d'avoir un aigle qui est stable. Puis pour ça, ben, il faut, nous autres mêmes, dans notre approche, être conscients de toutes les manœuvres qu'on va faire pour pas que l'aigle ait l'impression qu'on va le dérober de sa proie ou de la nourriture qui est attachée sur le leurre. Lui, il fera pas trop de différence entre le leurre et la nourriture comme telle. La nourriture est attachée au leurre. Fait que lui, c'est le leurre au complet qu'il veut, là. OK? Fait que il y a des façons de procéder. Puis ça, ben, c'est peut-être pas quelque chose que je suis capable d'expliquer verbalement nécessairement, mais visuellement, c'est très, très démontrable la façon de procéder pour éviter les agressions ou d'aggraver, pour être capable de mitiger le comportement agressif d'un aigle puis de rendre ça à un niveau pratiquement comme si ça n'existait pas. OK? Ça, c'est sûr que c'est préférable de faire ça. Pas d'agression également au niveau de la main droite, c'est-à-dire la main qui n'a pas le gant. Moi, je dois être capable d'aller chercher les jets de l'oiseau. Je dois être capable de manipuler sa nourriture sans qu'il ait envie de m'agripper la main parce que 800 livres, 1000 livres de pression, pouce cube, ça détruit une main, là. Fait que c'est dans tout ça, là, la conscience qu'on a derrière l'entraînement, l'approche qu'on va avoir, les techniques qu'on va utiliser. Fait qu'avant d'aller entraîner un aigle comme ça, je vais déjà faire mon programme dans ma tête. Je vais déjà troubleshooter toutes les choses qui pourraient arriver, qui me feraient perdre le contrôle sur lui, puis avoir déjà des solutions de rechange. Ça, c'est important, là. OK? Fait que c'est pas une mince affaire, là. On entreprend d'entraîner un aigle royal, là. Y en a qui disent « Ah, c'est comme une grosse buse de Harris, puis envoie donc, puis... » C'est pas ça. C'est pas vrai du tout. C'est pas pantoute le même animal entre les deux oreilles. OK? Puis au niveau de la puissance qu'il y a, ben, on y repassera avec la buse de Harris, là. OK, une fois qu'on a passé au travers de ces étapes-là, la prochaine étape pour pratiquer le vol d'amont, c'est une fois qu'on a confiance que l'oiseau va revenir. L'oiseau se promène déjà d'arbre en arbre, ce qu'on appelle un vol suité. Il va nous suivre. Nous autres, on marche à travers dans la forêt, dans le fond, à travers la végétation pour faire débusquer le lièvre. Il nous suit d'arbre en arbre. Il connaît l'intérêt de faire ça parce qu'il sait qu'on va y débusquer un gibier. La prochaine étape, c'est d'éduquer notre aigle à pratiquer le vol d'amont. Puis pour faire ça, on a besoin de laisser faire, dans le fond, on va laisser faire l'oiseau ce qu'il a envie de faire. Pareil comme s'il était à l'état sauvage puis qu'il n'y avait pas rien qui le rattachait à nous. OK? Dans le sens où je vais m'en aller, je vais me diriger à un endroit où est-ce que je suis certain qu'il n'y a pas de distraction humaine, il n'y a personne qui se promène en motoneige, en 4 roues ou avec un chien. OK, je m'en vais où est-ce que j'ai la paix. Puis, par une belle journée où il y a un bon vent, là, mettons 28 km/h et plus, ça, c'est mon chiffre magique, je vais laisser partir mon aigle. Je vais le rappeler au point une couple de fois, OK? Ou je le rappelle tout simplement sur mon siège de skidoo, là, de motoneige, ou sur mon coffre en arrière. Puis après ça, ben je m'en occupe plus. Fait que pendant 1 heure, 1 heure et demie, des fois 2 heures, ça peut être même plus que ça, je laisse mon aigle à lui-même. Fait qu'à un moment donné, moi, je m'efface, là. Étant donné que je m'en occupe plus, que je le rappelle plus, je le stimule plus, il finit un peu par m'oublier. Il sait que je suis là, mais pas vraiment. Fait que c'est là qu'il se met à faire ce qu'un aigle fait à l'état sauvage, un jeune aigle. Il va se mettre à voler, il va se mettre à s'en aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Puis à un moment donné, il va prendre dans le vent. Il va prendre dans le vent pendant un certain temps. À un moment donné, il va fatiguer. Il a les ailes en rond un peu parce qu'il n'est pas super en super forme physique. Mais c'est correct. Ce que je veux qu'il apprenne, c'est de se développer en tant qu'oiseau, en tant qu'aigle, sans avoir d'intervention, sans que je sois tout le temps dans son derrière.
Fait que, puis à un moment donné, à force de faire ça, semaine après semaine, mois après mois, parce que c'est très long comme processus d'apprentissage, à un moment donné, il va finir par faire un beau vol haut dans les airs. Il peut être à 100 mètres dans les airs. Puis là, c'est là que je vais vouloir récompenser ce comportement-là. C'est soit que je lance le leurre, c'est soit que j'ai déjà un leurre qui est planté en quelque part que lorsque j'aurai ce vol-là, je vais tirer sa corde pour débusquer le leurre. Et puis, ou encore, je le rappelle au point pour une bonne récompense. Et puis là, ben, on va répéter ces expériences-là, puis lui, il va apprendre avantage. Il va comprendre que plus il est haut, ou plus il est stable dans le ciel, il n'est pas obligé d'être très haut, là, parce que dans des territoires comme en hiver, sur du terrain plat, c'est difficile de monter très haut. Fait qu'ils vont se tenir peut-être 100, 200, 300 pieds. Puis, mais c'est correct pour la chasse du lièvre. Le lièvre, il est à terre, là. Il n'est pas dans les airs, là. Fait que c'est bien correct comme distance au-dessus de moi. Bref, c'est comme ça qu'on fait ça. Ça prend un peu plus de couilles pour cette étape-là de l'entraînement. Parce que justement, tu vas livrer ton oiseau en liberté, sans intervention. Il faut que tu fasses confiance, là. Faut que tu fasses confiance au travail que tu as fait en amont. Puis il faut que tu fasses confiance au processus. Puis ça, c'est le bout que il y a beaucoup de gens, c'est long, là. Ils prennent bien trop de temps à intégrer ça, que le processus d'entraînement de l'animal va finir par faire son œuvre, faire son chemin dans sa tête puis dans son comportement. Fait que c'est ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on a tout simplement une transition à faire avec l'entraînement au quotidien pour la chasse comme telle, sur le gibier sauvage, sur le lièvre. Et puis, bingo, c'est de même que ça arrive. Puis après ça, ben, c'est de maintenir ces bons comportements-là.